Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Japon. Étude du fait japonais. Collection dirigée par Jérôme Pace. Consacrée au fait japonais, dans ce qu'il peut avoir de plus large et recouvrant Japon. Étude du fait japonais est une collection pluridisciplinaire, et loin de toute considération historiographique et ou de mode. Sa vocation est double. Non seulement donner un cadre d'expression cohérent aux chercheurs, mais également permettre la diffusion auprès d'un large public de travaux universitaires novateurs. Remerciements. Je remercie M. Pierre Birnbaum qui a dirigé ce travail de doctorat en sciences politiques. Pendant la rédaction, j'ai eu le grand plaisir de travailler avec lui. Mes remerciements s'adressent également à Madame Claudine Kell, qui a relu avec intérêt la première version de ce manuscrit et qui m'encourage toujours dans mes activités scientifiques. Préface. Cet ouvrage de Yusuke Inanaga représente une version quelque peu différente de sa belle thèse de doctorat de sciences politiques soutenue à l'Université Paris-I, tout comme sa thèse. Il constitue une remarquable étude comparative des rapports entre État et religion en France et au Japon durant la période 1868 à 1914, qui correspond à la Troisième République et à l'État Meiji. Avant même de revenir sur l'analyse elle-même, il faut souligner d'emblée l'originalité de cette étude réellement comparative entre deux nations au code culturel si dissemblables. Inanaga ne s'en est pas tenu à une analyse traditionnelle consistant à présenter l'une après l'autre les deux sociétés. Il est parvenu à comparer terme à terme deux nations à la longue histoire si dissemblable en mettant en lumière des logiques profondément distinctes en fonction desquelles se forment des consciences collectives différentes, des conceptions de la citoyenneté ou de la patrie que tout oppose. Par-delà les différences de régime, républicain dans un cas, monarchiste dans l'autre, ce sont des espaces publics opposés qui se forment dans un cas par la laïcité et dans l'autre, par la non-différenciation entre religion et espace politico-administratif. Dans ce sens, ce travail s'insère parfaitement dans la lignée des recherches comparatives qui prennent la variable étatique comme essentielle. Pour rendre compte de ces logiques historiques à travers une analyse empirique rigoureuse, Inanaga aborde un matériel empirique abondant, à travers un prisme conceptuel remarquable ancré aussi bien dans la théorie sociologique d'Émile Durkheim à Max Weber, que dans la théorie politique générale concernant aussi bien la construction de l'État que la nature de l'espace public, du pouvoir politique, de la culture politique, etc. De plus, il s'inspire brillamment de quelques grands auteurs de théorie politique qui se sont eux-mêmes intéressés soit à la France, soit au Japon, tels Charles Tilly, Reinhard Bendix, Edward Schill, David Apter ou encore Theda Skocpol. Il montre que ces comparaisons remarquables présentent toutes, néanmoins, de sérieuses limites dues à une méconnaissance des réalités japonaises. C'est dire que seule son étude combine admirablement la recherche empirique minutieuse avec une maîtrise parfaite des théories les plus complexes. Inanaga, qui dispose d'une connaissance parfaite de la littérature concernant les deux sociétés comparées, montre comment, au Japon, le pouvoir parvient à centraliser la société en rejetant le régime Tokugawa. Il détruit les fiefs sans pour autant modifier les normes féodales au fondement de la communauté morale, reposant sur la discipline, qui concerne aussi bien le politique que les relations au sein du monde industriel. Ainsi le changement par le haut ne modifie pas les mœurs traditionnelles et ne permet pas l'émergence d'un État différencié et fort. La communauté morale lie toujours la construction de la nation à une religion d'État, une théocratie où le shintoïsme demeure en étroite fusion avec l'État, organise le culte de l'empereur et contrôle le processus de socialisation politique. Dès lors, on se trouve en présence au Japon d'une morale ethno-nationale qui diffère radicalement de la morale civique mise en œuvre en France à la même époque par les pères fondateurs de la Troisième République à l'aide d'un État fort et différencié, capable de susciter une communauté de citoyens détachés du religieux. Ayant retenu à juste titre de l'ouvrage classique d'Ernest Gellner, Nation et nationalisme, que ce n'est pas la guillotine mais le bien nommé doctorat d'État qui est l'instrument principal et le symbole principal de l'État. Le monopole de l'éducation légitime est maintenant plus important et plus décisif que le monopole de la violence légitime.
Inanaga met l'école au cœur de son analyse comparative du nationalisme dans chacune des deux sociétés, car c'est bien dans ce cadre que se forment les différentes valeurs collectives. C'est aussi là que se mettent en place des socialisations politiques distinctes qui façonnent des conceptions différentes de la citoyenneté. Chaque nation se nationalise ainsi dans ce cadre scolaire, qui produit des communautés politiques aux imaginaires distincts reposant aussi sur des conceptions du passé dissemblables, transmises par le système éducatif. C'est là que les bons citoyens français, ou les bons sujets impériaux intériorisent les valeurs qui les intègrent à leurs communautés respectives et assurent leur loyauté. Or le système scolaire français construit sous la Troisième République repose sur une étatisation de l'école propice à combattre l'ignorance des masses, sur la mise en place d'une profonde séparation entre le religieux et l'appareil éducatif, sur une laïcisation du personnel enseignant, ainsi que sur un contrôle des matières enseignées devant susciter un lien moral, propre à assurer le triomphe du patriotisme à partir d'une perspective positiviste. En rompant avec le catholicisme, c'est-à-dire avec le code culturel dominant, les républicains confient à l'école le devoir de construire un citoyen nouveau. La sécularisation mise en œuvre par l'État doit donner naissance à une communauté de citoyens tournés vers le seul espace public. Au contraire, si l'époque Meiji connaît elle aussi de profondes réformes scolaires imitées de l'Occident, l'école continue à dépendre de la commune locale. Les intellectuels qui la mettent en place appartiennent souvent à des familles de samouraïs modestes marginalisés par le nouveau régime, qui transmettent dans ce cadre les valeurs traditionnelles auxquelles ils demeurent attachés en cette période de modernisation de la société. Afin de mener son étude comparative, Inanaga se penche sur un grand nombre de manuels scolaires, utilisés dans chacune des deux sociétés, dans les différents cycles du système éducatif. Il analyse de manière fort originale et minutieuse de quelle manière des manuels scolaires français ou américains sont traduits en japonais, les modifications de sens ou les passages supprimés pour les rendre compatibles avec l'univers mental japonais. C'est là, me semble-t-il, Inanaga innove considérablement en démontrant de quelle manière l'importation passe par de profondes adaptations au système culturel d'une société qui, à l'écoute du monde occidental, cherche à se moderniser sans remettre pour autant en question son propre code culturel. Ainsi, les traducteurs japonais réintroduisent dans ces manuels les 5 vertus néo-confucianistes justifiant l'obéissance volontaire à l'ordre établi, le respect du Fils du ciel, c'est-à-dire de l'empereur, le maintien des normes féodales, en évitant toute conception individualiste de la citoyenneté qui porterait l'atteinte à la fidélité religieuse envers le prince. S'ils cherchent, tout comme en France, à combattre l'ignorance et à moderniser la société et à combattre la pauvreté, l'état familial japonais doit ainsi être préservé à tout prix à travers le maintien d'une religion nationale. L'absence d'instruction scientifique prévient aussi la remise en cause des valeurs collectives et des préjugés. La récusation du positivisme dans les manuels renforce les devoirs des sujets impériaux et le respect de la terre et du ciel. Les élèves assimilent ainsi une conception de l'honneur fidèle à une vision hiérarchique, à des obligations envers les ancêtres. Vertus religieuses et vertus républicaines divergent ainsi fortement. Au Japon, c'est le culte des ancêtres ainsi que les valeurs religieuses bouddhistes et shintoïstes véhiculées par les manuels scolaires qui motivent la morale guerrière des Japonais ainsi que la défense de la nation, tandis qu'en France, une fois le catholicisme rejeté de l'espace public, l'école renforce le dévouement des citoyens à la patrie, incarnation du droit. Dans le même sens, si la réforme japonaise de la défense nationale porte atteinte aux privilèges des samouraïs en instaurant une conscription obligatoire, c'est toujours le dévouement à l'empereur qui est sollicité des soldats, et non, comme en France au moment de l'établissement de la conscription obligatoire, la patrie des citoyens. En ce sens, c'est la nation civique qui défend ses frontières au nom d'un patriotisme cocardier, non une société religieuse nationaliste dévouée à son empereur. En France, à l'instar de l'élève qu'il a été, le soldat citoyen est supposé rejoindre l'armée nouvelle pour défendre une patrie territoriale incarnant des valeurs universalistes, tandis qu'au Japon la réforme de 1872, tout comme le système éducatif, vise à une mobilisation du peuple quasi-religieuse en faveur de l'empereur. Dès lors, vocation éducative et vocation militaire se rejoignent. Ainsi,
Dans le manuel scolaire d'éducation morale de 1893 destiné aux instituteurs, il est dit: pour se dévouer aux parents et au Seigneur, il faut prendre soin de pratiquer la piété filiale et la loyauté à l'empereur. Car la préoccupation de ce qui est dû à l'empereur ne doit pas se manifester seulement en temps de guerre. Il est nécessaire de le servir aussi dans la paix. Au terme de cette analyse comparative, se profile une opposition entre une nation civique et une nation ethnique, dont les principes régulateurs distincts organisent tant le système éducatif que le service militaire. Comme le montre Y. Inanaga, les républicains français ne pourraient jamais faire les déclarations mystiques d'Inazo Nitubi, l'auteur du Bushido, de l'éthos du samouraï, de son code guerrier fondé sur la morale et la religion qui pousse au sacrifice en faveur d'une communauté de destin ethniquement homogène. Même si le patriotisme des républicains pouvait parfois s'exprimer dans un langage proche d'une vision ethnique, comme dans cette déclaration de Léon Gambetta à propos de la France émancipatrice. Je l'aime comme on aime une mère, c'est à celle-là qu'il faut faire le sacrifice de sa vie, de son amour-propre et de ses jouissances égoïstes, c'est de celle-là qu'il faut dire, là où est la France, là est la patrie. Le modèle républicain n'en reste pas moins fondamentalement tourné dans la perspective d'Ernest Renan, vers le civique et l'universalisme, non l'ethnique ou la race, le culte des ancêtres, dont Renan souhaitait malgré tout le respect, se trouve ainsi dépourvu de la dimension théocratique de dévotion monarchique ressentie aussi bien par les nationalistes catholiques français que par les tenants du culte de l'empereur, de l'éthos du samouraï. Au terme de cette belle analyse comparative de sociologie politique, on comprend que la communauté sécularisée des citoyens façonnée par l'État différencié se distingue alors irrémédiablement de la communauté des croyants rassemblés autour de leur empereur. Pierre Birnbaum, professeur émérite de sciences politiques. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Introduction. 1. La question de la morale politique. Cet ouvrage se propose d'élucider la place de la morale politique dans la vie collective. Pour ce faire, nous comparons les assises de deux régimes politiques, la Troisième République française et la monarchie constitutionnelle sous l'État Meiji, au Japon, telle qu'elle s'élabore durant la période 1868 à 1914. Afin de rendre compte de la diversité des États sociaux dans la construction de l'État-nation, notre démarche comparative s'appuie sur une hypothèse principale. Les États sont confrontés à un enjeu crucial, lié à la formation et à l'élaboration de l'obéissance aux normes qui prennent place pendant l'étape de consolidation du régime politique. C'est ainsi que les représentants de l'État, républicains et monarchistes, trouvent parallèlement une voie de déblocage particulière qui passe par la modification progressive de la sensibilité morale du peuple. Celle-ci se trouve alors conditionnée par les préférences des dirigeants et leur méfiance à l'égard des systèmes de croyance. Les individus se situent à l'intérieur d'un ensemble composé d'un régime politique et d'une communauté politique, largement imaginaire, et adhèrent à certaines croyances associées à l'idée de patrie, en fonction d'une orientation particulière donnée par l'État. Pour comparer les modèles français et japonais, nous mettons l'accent sur les deux aspects essentiels de la conscience collective. Le lien social qui s'établit dans les activités économiques d'une part, et le sacrifice pour la patrie qui s'incarne dans le service militaire d'autre part. 1. La construction de l'État-nation. La théorie politique centre son attention sur la question de la relation entre la volonté individuelle et les mœurs héritées de la communauté historique, en matière de soutien social et de participation à l'intérêt commun. D'ailleurs, étant donné que la morale représente un système de règles d'action qui prédétermine la conduite et énonce les conditions de la solidarité sociale, la comparaison de faits moraux identifiables à l'intérieur de phénomènes sociaux, par exemple la solidarité à l'intérieur d'une collectivité et le sentiment d'appartenance à la nation, permet d'affiner l'étude de la spécificité des termes considérés lorsqu'on tente de saisir la nature même de la construction de l'État-nation. Selon un trait essentiel de la morale, entendue au sens durkheimien, cette dernière peut être caractérisée par une discipline qui nous dirige dans les diverses formes de la vie collective, organisée selon des manières d'agir qui s'imposent de façon régulière chaque fois que les mêmes circonstances se reproduisent. Ainsi,
Les actes que la morale réclame des individus ne sont pas ceux auxquels conduirait la pente de la nature individuelle. Dans cette approche individualiste de la morale, l'État-nation joue dès lors un rôle fondamental dans l'institution de la socialisation politique. Et il faut tenir compte ici de deux dimensions structurelles propres: un mode de fonctionnement spécifique et une organisation particulière. La notion d'État-nation n'est cependant pas reprise immédiatement, car elle apporterait une limitation excessive à une raison mise à l'épreuve d'une réalité particulière. Notre analyse, qui aborde l'assise des régimes politiques, soulève des questions d'une importance majeure dans le domaine de la science politique, et s'oriente principalement vers la question de l'interdépendance entre le pouvoir de l'État et la sensibilité morale du peuple. De sorte que, pour traiter de chaque caractéristique des deux régimes politiques, la Troisième République et la monarchie constitutionnelle japonaise, il convient de mettre en évidence un ensemble d'organes, reliés selon certaines structures et exerçant une influence réciproque les uns sur les autres, selon des procédures précises. Cela posé, après avoir examiné le concept d'État moderne, tenter de construire les deux concepts de morale politique dont relèvent les deux États républicains et monarchiques, peut devenir le point de départ de notre examen comparatif. Dans la mesure où le concept d'État moderne se définit comme le produit d'une histoire propre à l'Europe occidentale, comment peut-on comprendre l'émergence d'un État moderne et son caractère dans les pays asiatiques? Pour répondre à cette question, nous devons nous pencher sur le processus historique de la centralisation du pouvoir et de la transformation de la sensibilité morale de l'individu, même si les modes de centralisation ont été extrêmement variés. Par ailleurs, étant donné que les progrès de la centralisation sont parallèles aux progrès de la civilisation, nous pouvons dégager, dans le pouvoir de l'État fort, l'imposition progressive d'un double monopole, image d'un modèle général caractérisant l'appareil de domination: le monopole fiscal et le monopole de la violence légitime. Nous pouvons ainsi constater que, dans le développement de la civilisation occidentale, c'est-à-dire dans le passage de la féodalité du XIe siècle à la royauté de la Renaissance, jusqu'à son apogée lors du Grand Siècle, la centralisation de l'État produit de nouvelles relations entre les hommes, grâce à l'apparition de la société moderne dans l'histoire de l'humanité. D'autre part, l'État moderne est déterminé par la rationalisation des procédures électorales et bureaucratiques, contrôlées au moyen des instances judiciaires et surtout, il s'impose peu à peu comme un modèle unique, universellement valable, exportable en dehors même des lieux où il a été historiquement élaboré. Toutefois, dès lors que l'on considère la morale comme un système de jugement, l'État moderne qui prévaut actuellement presque partout dans le monde a pour but de réunir la population sur le soubassement que constitue le partage des normes morales sur lesquelles les individus se règlent pour agir en faveur de l'intérêt public, car une norme peut, pour les élites dirigeantes, guider un acteur politique et ses objectifs. Si notre approche sociologique entend traiter des structures et des modes de formation d'une collectivité nationale, contrairement à la perspective du pôle juridique où la vie émotionnelle est trop souvent cantonnée dans le cadre de l'analyse du type de souveraineté, n'est-il pas nécessaire, pour faire glisser l'analyse de la relation entre citoyenneté et conscience nationale vers le pôle du système des croyances, d'approfondir le sens de la croyance, en l'associant aux normes qui correspondent à l'environnement social dans lequel acteur politique s'installe? Nous privilégierons donc l'analyse du rôle des croyances pour expliquer l'acte de sacrifice et l'obéissance volontaire à l'autorité publique. En plaçant le droit au premier plan d'une perspective macroscopique et en objectivant les sociétés construites par des règles morales, on observe que l'État moderne fonctionne grâce à la construction d'une bureaucratie rigide et hiérarchisée, qui organise le peuple. Dans ce sens, il se pose comme le cadre institutionnel privilégié de la vie politique moderne dans l'ordre juridique. Selon Max Weber, l'État moderne est défini comme une entreprise politique de caractère institutionnel, lorsqu'étant que sa direction administrative revendique avec succès dans l'application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime. Une fois cet ordre établi, l'État doit, comme tout acteur social, respecter les lois. Précisons que, à l'époque moderne, ce type d'État séculier est constitué par l'ensemble des rouages administratifs et juridiques qui fonctionnent dans le cadre de l'État-nation. Par ailleurs, en distinguant deux tendances de la sociologie politique, l'analyse de l'appareil systémique et celle de l'interaction sociale,
il devient indispensable de souligner la part importante que prend la régulation des interactions sociales qui se produisent en deçà de ces codifications explicites des droits, devoirs et interdits, dans la conscience collective. Selon l'approche durkheimienne, l'émergence de la conscience collective est fonction de la pratique des individus qui, socialisés dans la division sociale du travail, où leurs activités réciproques expriment le vivre ensemble, se réfèrent à des normes morales conciliables avec la mobilité sociale. Ce qui nous conduit à nous intéresser notamment aux comportements politiques contraints et sanctionnés par une autorité publique dans le cadre des frontières nationales, car en soulignant la représentation collective du sentiment comme de l'imaginaire national, on met au jour la croyance, laquelle tire par ailleurs sa propre légitimation du pouvoir. Si l'interaction sociale attachée à un système de croyance opère de façon privilégiée au niveau de phénomènes fortement interdépendants, c'est le pouvoir central de l'État qui se doit d'intervenir pour organiser les objets porteurs de valeurs morales, qui sont partant répartis par voie d'autorité. Toutefois, Émile Durkheim dit que l'État n'apporte aucune contribution vraiment personnelle à la vie sociale. Le rôle de l'État en effet n'est pas d'exprimer, de résumer la pensée irréfléchie de la foule, mais de surajouter à cette pensée irréfléchie une pensée plus méditée, et qui par suite ne peut pas n'être pas différente. En ce sens, le pouvoir central étatique peut imposer à l'individu de penser le devoir d'obéir et de le soumettre à une certaine autorité qui ne vaut que pour les participations actives au gouvernement. Et Durkheim s'est en effet aperçu que l'État moderne n'est que l'un des instruments rationnels de la conscience collective, bien qu'il ne soit pas véritablement parvenu à élaborer une sociologie du politique mettant en lumière les liens qui unissent l'État aux structures sociales. Pour lui, la contrainte par les coutumes traditionnelles est plus violente que celle qu'exerce le droit fondé sur le pouvoir de l'État universaliste. Quant à la politique scolaire de la Troisième République, Durkheim insiste donc sur une règle, elle-même garantie par une autorité publique. Il se consacre à la transformation de la morale chrétienne en morale laïque, soit en morale de l'humanité. Sa position morale est davantage issue de la tâche pédagogique que de l'intérêt socio-psychologique. Dans un essai durkheimien de sociologie politique, s'il est important de répondre systématiquement aux diverses questions politiques, il est indispensable de distinguer ces deux aspects de l'élaboration d'une morale civique, perspective sociologique et pédagogique, de comprendre la nature du pouvoir de l'État moderne et de souligner son hostilité à l'égard des contraintes traditionnelles, notamment la contrainte par l'autorité divine. 1.2 La centralisation du pouvoir. Dans la mesure où le politique peut être considéré comme un univers socio-historique qui conduit à un régime politique, la collectivité induit la pluralité et la diversité qui sont à la fois interactives et conflictuelles. L'intérêt pour des cultes et des statuts sociaux différents n'est pas compatible, et n'oppose pas non plus les individus entre eux. Afin de construire le concept de morale politique, en mettant l'accent sur une vie collective caractérisée par des contradictions, celles-ci naissant d'intérêts réels ou imaginaires, matériels ou symboliques, comme par les convergences et les agrégations partielles, comparons les États sociaux français et japonais régulés par un pouvoir central visant au monopole de la coercition légitime. Pour revenir au concept de la morale politique dans la France républicaine, nous pouvons voir que l'héritage de la Révolution française fait naître des prises de position contradictoires et des divergences de points de vue sur ce que doit être la construction de la nation. Parmi celles-ci figure l'interprétation des idées révolutionnaires ou de l'État moral, contrôlé par le pouvoir central. Au XVIIIe siècle, le peuple ne partageait pas les mêmes enjeux politiques ni la même conscience collective que les citoyens actifs, et était exclu de la participation au gouvernement. C'est la Révolution qui a tenté d'imposer les principes de la liberté de conscience et un modèle universel d'accès à la puissance publique, ce qui devait amener le peuple à se réunir et à s'associer, en vertu du titre de citoyen, sur le fondement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. La Constitution du 28 janvier 1790 a, ensuite, posé les conditions nécessaires à la citoyenneté française et à la qualité de citoyen actif. Avec l'établissement de ce statut, fondé sur les principes de 1789, ce qui sera reconnu, c'est l'égalité et l'admissibilité à toutes les dignités. La Déclaration des droits stipule, dans son article 6,
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et leurs talents. Dans l'espace public, les membres doivent réfléchir, partager le bien commun et s'engager dans des activités politiques selon leurs vertus et leurs talents. Le projet soutenu par les principes proclamés par la Révolution vise à intégrer tous les individus dans le régime républicain, y compris les populations marginalisées, pour protéger les valeurs à travers lesquelles on pense pouvoir affirmer, sur la base de la Déclaration des droits, la dignité de citoyens libres et égaux. Concernant les dirigeants investis de responsabilités vis-à-vis de la République, il suffit que l'instinct propre au régime républicain soit associé à la probité à l'égard de l'intérêt commun, pour que l'harmonie sociale s'établisse. Le législateur espère donc que les citoyens stabiliseront et amélioreront la société française. Du côté du Japon, pour centraliser le pouvoir de l'État moderne, depuis la restauration Meiji, 1868, les élites dirigeantes ont tenté d'exclure les corps intermédiaires des relations entre l'État et les individus. L'ère de l'empereur Meiji commence en 1868 et se poursuit jusqu'en 1912. En 1889, un des fondateurs de l'État Meiji, Hirobumi Ito, déclare « Enfin, le mur qui faisait obstacle entre l'empereur et les sujets impériaux a été totalement abattu. L'existence d'un intermédiaire est réduite à celle des bureaucrates qui ne représentent qu'une organisation au service du souverain, mais ils ne constituent pas un obstacle. » Il expose son programme politique après l'établissement du régime. L'école primaire obligatoire pour tous, 1886. Le réseau des communautés villageoises appuyé sur la loi du système local, 1888. Et la bureaucratie placée sous la constitution du Grand Empire japonais, 1890. Il est certain qu'il visait à construire, en apparence, l'ensemble des rouages administratifs et juridiques du pouvoir central. Cependant, lorsqu'il déclare pour préparer la constitution impériale au Japon, il est clair que depuis le début, l'imitation de modèles étrangers, dont nous devons considérer les particularismes historiques, ne suffit pas à notre pays. Il renonce à gouverner avec le seul pouvoir central, soumis au système rationnel devant la loi positive. Ce type de conception politique propre à l'élite dirigeante du Japon est typique. Elle ne se réfère pas aux principes universalistes, mais à la culture traditionnelle qui exprime une crainte de dégénérescence morale. Le futur Premier ministre aura donc pour tâche de découpler le modèle occidental de la Constitution pour l'appliquer à la réalité japonaise. Il ne met en lumière qu'un pur caractère technique, associé à la reconstruction de l'essence nationale Kokutai, en harmonie avec le sentiment naturel du peuple, et non avec les procédures rationnelles de l'établissement de la justice. Par ailleurs, même si le nouveau gouvernement a démembré le régime Tokugawa et démoli les fiefs d'un daimyo, considérés comme autant d'États féodaux, les élites dirigeantes n'ont pas pu détruire complètement l'État moral soumis aux normes féodales. Contrairement à l'État jacobin, il importe paradoxalement pour lui de maintenir, en cherchant à les contrôler par le pouvoir central, les corps intermédiaires, notamment les villages traditionnels, afin de préserver l'émotion morale qui unit la communauté villageoise aux notables. En effet, pour les fondateurs de l'État Meiji, les principes moraux enracinés dans la communauté nourrissent la discipline morale, apportent une aide mutuelle au peuple dans le processus de transformation sociale apporté par l'ébranlement économique, et donnent un rôle protecteur à la relation de bienveillance qui unit le patron et ses ouvriers au cours du processus d'industrialisation. Si l'on considère, suivant la perspective tocquevillienne, l'égalité des conditions sur laquelle se fonde la participation des individus à la vie politique comme la condition nécessaire et suffisante du gouvernement démocratique, il faudrait décrire le changement de régime politique au Japon non comme une révolution, mais comme une restauration, et comme une tentative de construire un État absolutiste. Néanmoins, mis à part les efforts de conservation des normes féodales attachées aux privilèges aristocratiques, ceux qui veulent considérer que la révolution Meiji n'est en rien inférieure aux révolutions qui se sont déroulées dans d'autres pays,
oublie de réfléchir au système de croyances qui l'accompagne et à son rapport avec la conscience collective. En réalité, le changement opéré en 1868, à la différence de la Révolution française, n'a pas réussi à créer une nouvelle puissance sociale susceptible de modifier les mœurs traditionnelles, ni d'adopter les principes de l'État absolu. Autrement dit, cette tentative de changement par le haut n'a jamais impliqué les facteurs civiques de la révolution sociale, malgré une amorce de mouvements populaires. Par ailleurs, selon les conceptions différentes du pouvoir central propre à l'État républicain et à l'État Meiji, sur le plan des activités associatives, nous pouvons constater qu'en France, tous les corps intermédiaires sont depuis la Révolution française, considérés comme des obstacles privés et aristocratiques au gouvernement centralisé, donc comme contre-révolutionnaires et sont en conséquence objets d'exclusion ou de destruction. De plus, s'opposant en cela à la forme japonaise de l'État impérial, l'État républicain de la fin du XIXe siècle devient, par le biais d'un processus particulier, l'organisation qui va attacher les individus à une grande société, la nation, et qui va présider aux actions intérieures du peuple. Quant à la relation entre État moderne et individu à cette époque, elle est ainsi évoquée par Durkheim. Dans l'espace, il semble bien inévitable que cette forme déviée de la démocratie se substitue à la forme normale toutes les fois que l'État et la masse des individus sont directement en rapport, sans qu'aucun intermédiaire ne s'intercale entre eux. Car par suite de cette proximité, il est mécaniquement nécessaire que la force collective la plus faible, à savoir celle de l'État, soit absorbée par la plus intense, celle de la nation. Néanmoins, proche de la perspective d'Alexis de Tocqueville concernant l'association et la collectivité locale, Durkheim apprécie beaucoup les potentiels associatifs qui constituent un contrepoids au pouvoir central, surtout les activités des groupes professionnels tout en reconnaissant en même temps la fonction émancipatrice de l'État individualiste. Pour lui, l'intervention directe de l'État républicain sur les différentes sphères de la vie collective a pour objet, à l'inverse de l'État impérial, de protéger l'ordre social et le bien-être des individus grâce aux activités paradoxales du pouvoir central. 1.3 La morale civique et la morale ethno-nationale. Dans le cadre de l'analyse comparative des morales politiques françaises et japonaises, nous pouvons, afin de déterminer leur concept, considérer la vertu publique jacobine comme un archétype de la morale républicaine. Robespierre déclare, le 5 février 1794, que la vertu n'est autre chose que l'amour de la patrie et de ses lois. Mais comme l'essence de la République ou de la démocratie est, ajoute-t-il, l'égalité, il s'ensuit que l'amour de la patrie embrasse nécessairement l'amour de l'égalité. Il est vrai encore que ce sentiment sublime suppose la préférence de l'intérêt public à tous les intérêts particuliers. Nous soulignons. Selon lui, l'égalité des citoyens devant les affaires publiques est assurée par l'appartenance à la patrie. Il atteste une vertu singulière et l'entrée dans la France républicaine au nom de l'intérêt public, dans lequel tous les citoyens sont confondus. Nous pouvons dans ce contexte voir en cette vertu une forme première des normes civiques. N'a-t-il pas cependant essayé d'élaborer la conception de cette vertu à travers le culte révolutionnaire, nullement étranger aux préférences rousseauistes qui ne sauraient se passer de l'appui d'une transcendance? Si les normes civiques étaient appelées à unifier les esprits des citoyens et à les diriger, au nom de la patrie, vers l'harmonie unanimiste, tendrait-elle à souligner parallèlement une valorisation morale apte à donner au régime politique une autorité suprême? Au nom de l'être suprême, les révolutionnaires jacobins n'imposent-ils pas aux individus l'obéissance à cette autorité transcendante au sein d'une centralisation du pouvoir central, même si une appartenance non confessionnelle attachée à l'intérêt public est incompatible avec l'allégeance chrétienne traditionnelle? Selon la problématique de l'obligation politique établie sur les fondements rousseauistes des vertus publiques, notre approche du respect des citoyens pour les normes civiques permet d'ériger l'appartenance désignée comme « l'amour de la patrie » en objet d'analyse. Nous accorderons ainsi une place centrale à l'état social, vu comme un ordre moral définissant le bon citoyen, en dehors de tout fondement chrétien. Remarquons d'ailleurs que le patriotisme s'enracine non pas dans l'universalisme abstrait et volontariste que symbolise l'idée républicaine d'un vouloir vivre ensemble, mais dans un culte de la terre natale, de l'instinct, de la mémoire des parlers et des coutumes du pays. Autrement dit,
étant donné que l'on considère avec raison la philosophie du XVIIIe siècle comme une des causes principales de la Révolution, et que cette philosophie est profondément irréligieuse, l'amour de la patrie, issu des thèses rousseauistes, pose la question des tensions entre le culte de la patrie et l'amour de l'égalité, c'est-à-dire de l'égalité des cultes, protestants, juifs, etc., inclus dans la communauté politique. Ainsi, dans la mesure où les Jacobins ont cherché à instaurer de nouvelles normes sécularisées et partagées par des citoyens égaux respectant une loi commune, contrairement aux fondateurs de la Troisième République, ne peut-on pas dire que la conception des normes civiques qui s'appuient sur l'autorité transcendante a débouché sur la mise en place d'une collectivité totalisante, opprimant la liberté de conscience au nom de l'intérêt public? C'est pourquoi, à partir des années 1880, l'entreprise révolutionnaire qui entend établir une nouvelle morale républicaine vise à proposer d'autres normes civiques, inconciliables avec l'homogénéité interne de l'État jacobin, l'individualité morale dans une société démocratique. Pourquoi cette morale républicaine s'est-elle développée à la fin du XIXe siècle? Pour répondre à cette question, avançons une hypothèse. L'État individualiste sous la Troisième République s'identifie à l'inverse de la collectivité totalisante, et comme la communauté morale japonaise, à une prothèse démocratique opposée à tous les États aristocratiques soumis au principe clérical de légitimation du pouvoir terrestre, c'est-à-dire à la confusion des domaines politiques, moral et religieux. Cette hypothèse nous conduira à nous interroger sur l'exclusion de la différence et de la diversité de l'imaginaire collectif. En effet, si le sentiment d'appartenance à la patrie peut naître de la fierté qu'inspire la gloire et la richesse nationale, ainsi que de la haine de l'autre, l'enjeu proprement théorique auquel renvoie la promotion de la citoyenneté individualiste réside, à travers la négation de la collectivité totalisante, dans la mise en place de certains fondements universalistes comme le vivre ensemble, la civilité et l'empathie. En ce sens, l'État individualiste, en vertu des normes civiques, ne demande-t-il pas aux citoyens des compétences qu'ils peuvent faire valoir pour participer au gouvernement républicain? Dans la mesure où cette interprétation comparatiste, issue de cette interrogation, est inséparable d'un concept construit à travers l'observation d'une situation et d'un contexte particulier, nous pouvons nous fonder sur une définition de la morale politique où l'accent est mis sur l'individualité morale comme morale civique. Cependant, notre visée sociologique ne tente de créer ni un concept indéterminé, ni une logique des conduites sociales. Nous tenterons surtout d'élucider une problématique au moyen d'instruments conceptuels. Du côté du Japon, la caractéristique de l'État Meiji réside dans les normes féodales. Un sociologue historien du politique, Shozo Fujita, montre la pénétration déguisée du pouvoir central dans la vie quotidienne. Lorsque la morale est liée aux activités de l'État, celui-ci devient avant tout une communauté morale, à laquelle le peuple est rattaché par l'émotion morale, le politique est de plus exclu de la société japonaise. Selon S. Fujita, si tout corps intermédiaire est englobé dans l'État Meiji, le peuple se soumet à l'ordre de la loi et apporte le concours de la puissance populaire au développement national, d'autant plus que les villageois n'accèdent pas aux politiques et que leur vie est simplement guidée par les anciennes valeurs moralo-religieuses, le culte des ancêtres, la loyauté aux maîtres et la piété filiale. Ce schéma de communauté morale offre dans l'édifice de la croyance traditionnelle l'avantage de lier la construction de la nation à la naissance d'une religion d'État, c'est-à-dire à la production d'un nouveau rapport entre pouvoir profane et autorité sacrée. Partant, la légitimation de la nation ne s'obtient-elle alors que grâce à la réaction contre les principes artificiels de l'État moderne, principes que la civilisation occidentale a puisés au sein du christianisme pour aboutir à une extension de l'égalité des droits individuels? De fait, la relation juridico-politique entre État et individu, soumise à la division entre l'ordre de la loi et les mœurs traditionnelles, n'a-t-elle pas été immédiatement interrompue au début de la construction de l'État Meiji? Bien loin de la morale civique, dans la technique politique des élites du pouvoir japonais, nous pouvons dégager l'importance des normes féodales qui unifient les villages au pouvoir central. Mettons particulièrement en lumière le nouveau rôle de ces normes, destinées à homogénéiser la conscience collective, fondée sur une théocratie elle-même édifiée sur un culte rendu à une autorité divine. Comme les pratiques des conservateurs catholiques à la même époque,
la pratique des règles morales empêche l'émergence de la citoyenneté sur laquelle le comportement politique envisage de fonder la société démocratique, tout en promouvant et en évaluant le progrès de l'industrie, malgré l'antagonisme à l'égard des règles occidentales présentées comme universelles. Il est certain que la vie collective n'existe qu'à travers le tout formé par la multitude des individus, mais si l'être collectif dépend de l'autorité transcendante que ses membres reconnaissent dans une discipline morale correspondant à une certaine solidarité, la pluralité des valeurs et des cultes n'y peut exister. Ne négligeons pas qu'une des bases du régime monarchique repose sur le jugement suivant: le shintoïsme n'est pas une religion. Il s'avère donc indispensable de s'interroger sur la relation entre pouvoir central et système de croyance, puisque la classe dirigeante a, contrairement à l'entreprise de sécularisation de l'État par les fondateurs de la Troisième République, uni l'État au shintoïsme qui pénètre la vie du peuple dans le processus de socialisation politique. Par ailleurs, comme cet aspect essentiel de la construction de la nation est conciliable avec la féodalité, nous construirons le concept de morale politique en insistant sur la survivance des mœurs traditionnelles. À la différence du concept de morale civique, s'appuyant sur le mécanisme juridico-politique de l'État et reconnaissant les droits individuels, le concept de morale politique se définit par l'attachement aux normes féodales, c'est-à-dire aux croyances traditionnelles, shintoïsme, bouddhisme et néo-confucianisme, et surtout au culte de l'empereur, métaphore de la parenté de sang. Dans la mesure où ce tempérament, introduit dans la population par action du pouvoir central, est orienté vers une efficacité pratique visant à l'indépendance de la nation ethnique du Japon, la morale politique peut se présenter comme une morale ethno-nationale, héritée de la communauté des croyants, qui se distingue de la société démocratique correspondant à la nation civique en France. 2. Une sociologie historique comparative. Une fois précisé notre objet d'étude, deux questions essentielles et indissociables se posent. Pourquoi comparer des phénomènes politiques français et japonais, et comment procéder à cette comparaison? Nombre de chercheurs se demandent pourquoi le Japon a été le premier pays non occidental à avoir réussi sa transformation en État moderne. Au sein des études comparatives incluant le cas japonais, notons le constat de Shmuel N. Eisenstadt. La comparaison avec le Japon est sans doute la plus riche d'enseignements pour le comparatiste. Il manque au régime japonais les dimensions idéologiques cruciales du totalitarisme ou de la démocratie totalitaire pour mériter l'appellation de fasciste. Cependant, les chercheurs, y compris les Japonais, ne poursuivent guère la comparaison en raison de la fermeture de la discipline et de sa méthodologie. Ces derniers temps, lorsqu'elles traitent des phénomènes politiques japonais, les études comparatives utilisent rarement l'approche historique. Par ailleurs, la préoccupation comparatiste à l'égard des phénomènes historiques demeure minoritaire par rapport aux disciplines monographiques, dans le cadre de l'analyse du mécanisme de l'État-nation. En sociologie politique, il convient de souligner les difficultés inhérentes à la comparaison entre les pays occidentaux et le Japon. La relation duale entre tradition et modernité, dans la pluralité des voies du progrès, révèle la continuité d'un passé féodal. Pour nous, il est douteux que les études comparatives des années 1960 ne soient redevables qu'à la mode, car la méthode comparative appliquée à des pays occidentaux et asiatiques existe depuis Montesquieu, A. de Tocqueville, et Durkheim ou M. Weber, et s'est révélée utile pour approfondir la nature d'un système politique en interprétant des processus et des concepts différents, l'autorité légitimatrice ou moralo-religieuse, le pouvoir politique ou le mécanisme étatique. En conséquence, notre examen comparatif se fonde également sur les contrastes qui mettent en évidence la singularité des phénomènes politiques, en s'appuyant sur des matériaux empiriques concernant l'état social. Ainsi, malgré l'éloignement des codes culturels de la France et du Japon, notre approche comparative propose d'entrer dans une compréhension du cadre de l'État-nation. Cette méthode tente à conforter une théorie interprétative pour élucider la diversité des modes de gouvernement. Nous aborderons par ailleurs le passage du particulier à l'universel dans l'histoire des formes du politique. Pour retrouver une typologie universelle des modes de gouvernement, les comparatistes tentent d'expliquer les similitudes et les dissemblances que présentent des éléments de nature analogue, empruntés à des milieux sociaux différents.
à la civilisation occidentale telle qu'elle apparaît dans une époque conflictuelle caractérisée par la construction de l'État, la modernité est redevable de l'introduction de l'idée de progrès et de celle d'historicité de l'homme en tant que caractère fondamental de sa structure. En effet, le pouvoir a longtemps été légitimé par la religion. L'autonomisation du politique par rapport à toute autorité religieuse est en Occident l'aboutissement d'un long processus historique. La sacralité donne accès à un univers dont elle est l'invisible vérité. Le regard comparatiste permet de suivre les complexités de la structure singulière des phénomènes sociaux grâce à une observation extérieure. Pour la sociologie historique comparative, les modifications de structure répondent aux faits historiques comme aux phénomènes sociaux. Elles n'apparaissent que grâce à l'observation de l'étranger, se donnant pour objet de mettre en lumière des liens interculturels. Dans cette perspective comparatiste, ce regard à la fois éloigné et croisé permet à l'historien ou au sociologue de se détacher des codes culturels. 2.1 De la féodalité à la modernité. De nombreux ouvrages qui envisagent la comparaison entre pays. Ceux-ci reposent souvent sur la distinction entre institutions, étatiques, économiques, scolaires et judiciaires, ou entre règles formelles et informelles. Comme l'a écrit Durkheim, nous n'avons qu'un moyen de démontrer qu'un phénomène est cause d'un autre, c'est de comparer les cas où ils sont simultanément présents ou absents et de chercher si les variations qu'ils présentent dans ces différentes combinaisons de circonstances témoignent que l'un dépend de l'autre. La méthode comparative est la seule qui convienne à la sociologie. Certains fondateurs des études comparatives présentent sous cet angle les transformations survenues dans chaque pays, le rôle des institutions dans la définition de nouvelles règles, les phénomènes de continuité, de rupture et de transfert, les caractéristiques communes à l'ensemble des pays étudiés, ainsi que leurs différences. La sociologie historique comparative a pour ambition de conférer à la discipline une attitude comparative à l'égard d'unités autonomes territorialement organisées. Dans un tel cadre, nous pouvons définir cette unité sociale fondée sur des schémas par la mise en œuvre de variables dépendant d'une culture et formant un ensemble relativement intégré. Ainsi, l'analyse comparative suppose l'approche méthodologique d'unités sociales dissemblables conceptualisées en fonction de leur hétérogénéité ou de leur homogénéité. Les comparaisons entre États-nations particularisent les méthodes comparatives par rapport aux méthodes sociologiques générales. Il nous faut donc veiller à ne pas uniformiser des éléments culturels divers à l'intérieur d'une unité sociale, les phénomènes comparés résultant de conditions historiques déterminées. D'ailleurs, en soulignant la relation étroite entre la sociologie et l'histoire, Durkheim explique la nécessité de la méthode historique. Dans sa préface de l'année sociologique, 1898, il affirme que lorsque l'on tente d'analyser des événements sociaux pour comparer l'histoire de pays différents, sociologie et histoire sont complémentaires. L'histoire devient indistincte de la sociologie. D'un autre côté, non seulement la sociologie ne peut se passer de l'histoire, mais elle a même besoin d'historiens qui soient en même temps des sociologues. Ceux-ci envisagent donc de révéler la nature d'un phénomène, par la mise en relation de documents de nature et d'époques différentes. Pour ce faire, la perspective de l'analyse historique s'appuie sur une préoccupation contemporaine touchant un phénomène perceptible et dénotant un mouvement de société qui court sur plusieurs époques. C'est même l'homme d'hier qui, par la force des choses, est prédominant en nous, puisque le présent n'est que bien peu de choses comparé à ce long passé duquel nous résultons. Pour Durkheim, il est donc indispensable d'analyser la partie inconsciente de nous-mêmes, dans une approche historique pour laquelle on peut suivre un processus d'intériorisation différent des fonctions de l'État moderne. Selon Bertrand Bady et Guy Hermet, dans le contexte de la perspective comparative historique, seule l'analyse historique permet de vaincre les illusions nées du recours à la corrélation, en permettant de construire des hypothèses sur la nature des liens qui unissent entre elles les variables. Le domaine des études électorales, dont les analyses suivent en général l'approche quantitative, utilise la méthode qualitative en tant qu'étude historique appliquée à la réflexion sur l'acte électoral. L'analyse historique semble ainsi avoir l'avantage de montrer l'importance du cadre national dans le façonnement des comportements politiques. Nous ne proposerons ni récit des origines, ni récit du développement politique d'une institution,
Au contraire, nous visons à mettre en lumière les conditions dans lesquelles les comportements politiques peuvent s'affirmer en tant que relations sociales fondées sur des valeurs communes. La satisfaction donnée aux revendications par des décisions collectives assure l'avènement de la démocratie, ce qui explique que la sociologie politique ne s'interroge plus sur le pourquoi des choses historiques et culturelles, mais sur leur comment. Une problématique historique a davantage été développée dans les sciences sociales, tout particulièrement en sociologie politique. Soulignons que la méthode comparative de la sociologie politique, notamment macro-sociologique, est une innovation de la sociologie historique américaine qui date des années 1960. La problématique historique met de plus en plus en lumière le caractère non cumulatif des découvertes scientifiques liées aux cadres sociaux et aux systèmes politiques. Nous pouvons classer la sociologie historique du politique selon deux types d'écoles. La théorie générale qui vise à systématiser et la méthode interprétative qui tend à particulariser. Pour ce qui est de la causalité générale du système politique, l'école américaine de sociologie historique a renouvelé l'analyse de la Révolution, en prenant appui sur la méthode historique comparative. L'un des principaux représentants de cette méthode, Theda Skocpol, a pour ambition de développer, entre autres, une connaissance méthodologique en sociologie historique du politique pour analyser la nature du pouvoir politique et l'émergence de l'État moderne. En ce qui concerne le processus de construction de l'État moderne, si l'on considère que les deux États, japonais et français, ont réussi à mettre en place une réforme sans rompre avec leur passé féodal, il serait faux d'établir une rupture brutale entre les États féodaux, expression de Marc Bloch reprise par Yves Deslois. L'école américaine, qui reprend la théorie générale et la systématisation des phénomènes politiques, est développée par la méthode de la sociologie historique comparative dans l'étude de M. Bloch qui distingue des unités structurelles. Dans la société féodale, 1940, il entreprend d'élaborer le concept de féodalité en comparant les sociétés féodales françaises et japonaises. Sa réflexion le conduit à analyser la genèse de l'État moderne, au moyen d'une comparaison historique. Il écrit alors que la féodalité n'est pas un événement arrivé une fois dans le monde. Ce qui veut dire que le Japon a lui aussi connu l'expérience de la féodalité comme l'Europe, bien qu'avec d'inévitables et profondes différences. Il est certes clair que les analogies constatées entre les féodalités françaises et japonaises, au niveau des institutions ou des faits, ne pourront jamais être expliquées par une influence réciproque ou une origine commune. À cet égard, les travaux macro-sociologiques tentent de rendre compte de la diversité des situations nationales à partir d'un jeu de variables dont on postule l'universalité, avec pour objet l'établissement de la régularité causale d'une histoire. Barrington Moore affirme que la comparaison peut conduire à de nouvelles généralisations historiques, tout en soulignant que l'analyse comparée ne remplace pas la recherche détaillée des exemples particuliers. Appliquant cette approche au système agraire, il tente d'expliquer les différents rôles politiques qu'ont joués les aristocraties foncières et les classes paysannes dans les sociétés agraires, en comparant la transformation des sociétés lors de l'industrialisation. Pour lui, la survivance féodale du système agraire paraît être un facteur clé permettant de comprendre pourquoi, en Allemagne et au Japon, des États totalitaires et fascistes sont apparus. Cependant, comme nous l'approfondirons plus tard, il identifie trop l'autoritarisme du Japon au totalitarisme nazi pour y voir la marque du fascisme en généralisant tous les éléments étudiés dans les deux pays. De plus, lorsque Theda Skocpol envisage le recours à l'histoire qui permet de comparer des trajectoires collectives et d'établir des similitudes dont on recherchera l'explication, il est clair pour nous que les tenants de cette méthode insistent sur les particularités historiques et restent vigilants à l'égard d'études trop englobantes. L'autre école de sociologie politique, représentée notamment par Reinhard Bendix, Charles Tilly et Essen Eisenstadt, qui s'appuie sur la méthode interprétative et la particularisation, ne vise pas à généraliser des phénomènes politiques, contrairement à celle de la théorie générale. 2.2 La Révolution et la Restauration, la question des mœurs. Afin de préciser une perspective alternative concernant les mœurs, examinons un exemple typique d'étude comparative, État et révolution sociale, 1979, de Theda Skocpol en mettant l'accent sur l'intervention de l'État.
L'auteur compare 3 grandes transformations historiques de l'État, les révolutions françaises, russes et chinoises. Elle propose la problématique suivante. Quelles sont les conditions de la révolution sociale? Pourquoi, dans des pays aux conditions semblables, la révolution sociale ne se produit-elle pas? Après avoir analysé l'écroulement de l'Ancien Régime et le processus de lutte des classes, elle en déduit que toutes les révolutions sont la conséquence de la transformation de l'État et de la structure des classes. Dans la société agraire, la monarchie dictatoriale a transformé l'État-nation bureaucratique et centralisé en mobilisant les masses. Bien que Tezcotpol s'attache au changement social, elle néglige la réflexion sur l'état moral et intellectuel du peuple qui se montre favorable aux nouvelles institutions politiques. Ne sont-ce pas, suivant A. de Tocqueville, les habitudes de l'esprit qui conduisent à réformer l'opinion publique dans la transition qui conduit de l'Ancien Régime à la République démocratique? J'entends ici l'expression de mœurs dans le sens qu'attachaient les anciens au mot mort. Non seulement je l'applique aux mœurs proprement dites, qu'on pourrait appeler les habitudes du cœur, mais aux différentes notions que possèdent les hommes, aux diverses opinions qui ont cours au milieu d'eux, et à l'ensemble des idées dont se forment les habitudes de l'esprit. La méthode comparative de Tezcotpol a d'ailleurs suscité des critiques et des oppositions chez les politologues francophones. B. Badi, à propos de ses études ainsi que de celles de Sétilly, déclare que la méthodologie de la sociologie comparative historique souffre d'au moins 2 faiblesses. Le singulier est par essence rebelle à l'analyse et surtout à la comparaison. Le désordre macrosociologique est trop marqué pour qu'on puisse espérer le réconcilier avec les règles de la méthode. Il décèle, dans ses ouvrages, une ambiguïté au niveau de la méthodologie comparative, étant donné que tous les phénomènes politiques n'ont ni la même durée ni le même développement, et qu'ils s'inscrivent dans des singularités politiques. De plus, la recherche de Tezcotpol comme celle de Bémour sont trop structuralistes et ignorent la réflexion sur le contexte culturel et l'identité collective. Ainsi, dans les 3 changements sociaux que Tezcotpol analyse, les élites agraires dominantes possèdent-elles la même potentialité révolutionnaire? Les unités de comparaison sont-elles valables et légitimes? Et peuvent-elles expliquer la trajectoire révolutionnaire? L'analyse structurale de la lutte des classes ne permet donc pas d'approfondir réellement la question de la formation d'une conscience collective, et elle nie la possibilité d'émergence d'une homogénéité de l'identité collective lors de la Révolution française. Malgré les critiques adressées à la sociologie historique comparative, nous pouvons développer cette méthode au moyen d'une approche culturelle particulière, en nous appuyant sur la conceptualisation reliée à un jeu d'hypothèses testées par des procédures strictes. Des hypothèses purement sociologiques conduisent de fait à une stratégie comparative fondée sur des matériaux précisément marqués par une histoire. Étant donné par exemple, que la croyance religieuse a imprégné le champ culturel de la France, longtemps fille aînée de l'Église, cette croyance n'est-elle pas le nœud qui sous-tend la construction de la nation française, conditionnée par la dimension de l'identité collective? Dans la mesure où la confusion entre le pouvoir central de l'État et l'autorité religieuse reposait en France sur l'état des mœurs traditionnelles, il faudrait, à la différence des études de Tezcotpol, commencer à considérer les mœurs comme le produit historique d'une élaboration collective qui possède un code de signification. Par conséquent, d'après cette perspective, l'intervention de l'État républicain sur les mœurs traditionnelles permet d'insister sur son action émancipatrice à l'égard d'une très forte cohésion communautaire, appuyée sur un ensemble de normes catholiques et sur la voix de Dieu, pour légitimer la diffusion d'un modèle d'ordre moralo-religieux. Si nous pouvons caractériser le dogme catholique comme code dominant qui oriente la conscience individuelle du côté de la volonté divine, nous sommes amenés à nous référer à l'interprétation de Perry Anderson touchant une dimension de la croyance religieuse partagée en France et au Japon. Ainsi, lorsqu'il compare les féodalismes européens et japonais, il en vient à mettre en lumière la séparation de l'Église et de l'État. La dualité persistante des systèmes impérial et shogunal fournissait, pourrait-on dire, l'équivalent de la séparation de l'Église et de l'État au sein du féodalisme européen, mais à un moindre degré, à cause de l'aura religieuse de l'État lui-même. Il y avait toujours potentiellement 2 sources de légitimité au Japon à l'époque Tokugawa. Pour P. Anderson,
Le régime Tokugawa se situe dans le cadre d'une souveraineté morcelée caractéristique d'un certain féodalisme séculier. En pratique cependant, on peut reprocher à sa réflexion comparative un manque d'insertion dans l'historiographie, car il tente d'intégrer la dimension historique des objets sociaux dans le marxisme qui néglige les différences culturelles en rapport avec les modes de production. Sa remarque nous permet malgré tout d'entrevoir la possibilité d'élucider des événements survenus de façon différente, dans les traditions singulières des règles monarchiques, en mettant l'accent sur les idéologies nationalistes françaises et japonaises à partir des années 1870. De fait, en ce qui concerne la séparation de l'État et de la religion dans les systèmes politiques français et japonais, l'approche de la croyance religieuse peut nous conduire à comparer les fonctions des anciennes valeurs moralo-religieuses, en nous référant à la question suivante. Quels étaient les éléments féodaux auxquels les élites conservatrices se sont intéressées afin de développer l'intervention de l'État dans la mentalité du peuple ? Cet angle culturel du système de valeurs, abordé au sein de la sociologie historique comparative, contribue à insérer l'analyse d'une interaction sociale entre les stratégies de l'autodétermination individuelle et la cimentation de l'amour de la patrie, et soulignera les techniques de l'invention politique. Cet abord scientifique de la dynamique politique peut ouvrir une perspective propre à éclairer la tension entre citoyenneté individualiste et idéologie et nationaliste. Or, une perspective comparative orientée vers l'idéologie nationaliste conduit non seulement à repenser la construction de la nation, mais aussi à analyser une obéissance volontaire à l'autorité. À vrai dire, dans une telle approche tournée vers la conscience nationale, selon David de Apter, la morale de la période Tokugawa se perpétue jusqu'à l'époque de l'ultranationalisme, sans transformation des valeurs. Il indique ainsi que l'État Meiji reste dans le prolongement d'un passé féodal, c'est-à-dire qu'il n'a pas réalisé l'État moderne, au moins jusqu'à la chute de l'Empire japonais en 1945. Sa position comporte cependant une certaine ambiguïté dans l'analyse du passage de l'ancien au nouveau régime, issu de la restauration Meiji. D'un autre côté, pour revenir à la continuité du passé féodal dans l'État Meiji, la réflexion de R. Bendix semble plus profonde que l'interprétation de D. E. Apter. En effet, après avoir identifié des points communs entre le Japon et l'Allemagne au niveau de la transition politique qui instaure le régime de la monarchie constitutionnelle, il souligne que, alors que les samouraïs se sont séparés de leurs terres, au contraire des Junkers qui s'y sont attachés, ils ont continué à remplir la même fonction politique sous l'État Meiji que sous le régime Tokugawa. À l'opposé de R. Bendix, T. Skocpol, quand elle compare les classes foncières japonaises et prussiennes, déclare que ni l'une ni l'autre n'ont possédé la puissance politique. Le Japon et la Prusse se sont adaptés relativement vite et en douceur aux exigences internationales, grâce aux réformes introduites d'en haut par les autorités politiques autocratiques. Mais si, comme au Japon et en Prusse, il n'existe pas de classe foncière politiquement puissante, ce qui renforce la bureaucratisation des États d'ancien régime, alors les crises impulsées de l'extérieur peuvent être résolues par des luttes politiques confinées, pour parler largement, à l'élite gouvernante en place et aux réformes administratives. Ce qui exclut la possibilité de révolution sociale par le bas. T. Skocpol ajoute que cette remarquable dissociation entre fortune foncière et commerciale et pouvoir politique bureaucratique permet de mieux comprendre la nature des changements de la restauration Meiji, en réponse aux pressions occidentales. Néanmoins, en raison de son sujet restreint, elle n'a pas montré quel était le mécanisme d'un régime politique caractérisé par la survivance de propriétaires fonciers économiquement prospères qui dominent les villes marchandes et les villages. Toutefois, bien qu'elle limite son sujet à la naissance de la réforme et qu'elle n'utilise pas dans son ouvrage, l'étude comparative de R. Bendix, son point de vue nous apporte une perspective sur la caractéristique de l'acteur qui préside au changement politique. En effet, si l'intervention de l'État Meiji sur la sensibilité morale du peuple s'attache aux survivances d'un mode de pensée féodal, resté en suspens jusqu'à l'apparition du nouveau système bureaucratique, il convient de déterminer quelle logique propre au régime des castes féodales correspond à la conception hiérarchique de l'organisation bureaucratique. C'est pourquoi nous ne devons pas sous-estimer, comme le fait T. Skocpol, la transformation des statuts sociaux des ex-samouraïs subalternes convertis en élites dirigeantes, et surtout en bureaucrates. En réalité,
Alors que la centralisation administrative s'imposait à tous ceux qui voulaient instaurer des procédures rationnelles, les bureaucrates venus de l'ancien régime des castes remplissaient leur rôle administratif conformément aux valeurs néo-confucianistes de responsabilité coopérative et d'obligation liant le seigneur régional à ses vassaux. Ainsi, les représentants du pouvoir de l'État impérial sont restés sous l'influence de la relation féodale entre maître et serviteur, relation caractérisée par l'obéissance volontaire, répondant à la beauté morale des croyances traditionnelles. Selon cette hypothèse, nous considérons que l'ordre juridico-politique importé de la civilisation occidentale s'est revêtu, dans le régime monarchique, de l'idéal moral du sacrifice consenti au supérieur. L'organisation administrative du Japon est généralement incarnée par un gouvernement monarchique, s'appuyant en même temps sur des croyances religieuses profondément enracinées et sur des considérations de parenté, liées à la structure traditionnelle de la société. Les subordonnés ne sont-ils pas obligés de servir leur supérieur, l'État ou l'empereur avec piété, même s'il n'est pas affectueux et qu'il se montre cruel? Dans ce contexte, en supposant, comme le souligne R. Bendix, que la conscience nationale du Japon se trouve dispersée au sein des foyers de la famille traditionnelle, du village et d'autres groupements sociaux urbains, nous nous intéressons à cette remarque importante concernant la socialisation politique qui entre dans la comparaison entre pays occidentaux et orientaux. En effet, s'il est possible de penser que ne semblent réussir que les empires qui se fondent sur une fusion des valeurs et des temporalités féodales et industrielles, Allemagne, Japon, nous pouvons dire que l'État Meiji ne naît pas de la lutte rationaliste contre la féodalité pour concentrer le pouvoir administratif, mais de l'alliance de la monarchie avec les normes féodales et les croyances traditionnelles qui va imposer obéissance commune, seule capable de sublimer la force morale de la nation, celle-ci perpétuant la communauté traditionnelle et appartenant à la société industrielle. 2.3 La citoyenneté et la conscience nationale. Dans la comparaison entre la France et le Japon, nous veillerons à différencier les types de régimes politiques, et comparerons l'entreprise éducative des fondateurs de la Troisième République et celle de l'État Meiji, sans la réduire à un simple contrôle idéologique répondant aux intérêts de la classe dirigeante. Nous proposons de nous demander comment l'intégrité morale de la nation se construit à travers des connaissances moralo-scientifiques, ou moralo-religieuses, en comparant les assises du régime politique. La voie particulière que la nation emprunte pour se diriger vers le progrès, ne s'est-elle pas révélée concomitante à la construction de l'identité collective? Des formes les plus objectivées de la vie politique en France interviennent au sein d'un contrôle éducatif qui privilégiera les discours sur la morale civique et les comportements politiques dans lesquels résident les normes civiques. Cette réflexion concerne par là même la naissance de la citoyenneté universaliste, car l'éducation morale et civique est considérée comme cruciale dans l'émergence de l'obligation politique attachée à la puissance publique. Pour définir les particularités culturelles qui déterminent des antagonismes à l'égard du pouvoir, ou une mobilisation en faveur de l'intérêt national, nous sommes amenés à constater que le phénomène nationaliste est investi avant tout par des affects anonymes, hérités de la mémoire et des haines passées. C'est là que la nature de l'éducation publique prend toute sa place, fait souligner par Ernest Gellner. En mettant l'accent sur le mouvement nationaliste, il étudie l'évolution de la haute culture dans l'État-nation, ainsi nommé par les élites dominantes, pour l'opposer à une culture inférieure. Ce n'est pas la guillotine mais le bien nommé doctorat d'État qui est l'instrument principal et le symbole essentiel du pouvoir d'État. Le monopole de l'éducation légitime est maintenant plus important et plus décisif que le monopole de la violence légitime. Ce faisant, Gellner pose alors une question profonde concernant la relation entre la Révolution française et la participation active à la vie politique, en particulier à la nouvelle forme de vie normative que suscite le lien social. D'ailleurs, lorsqu'il insiste sur le rôle politique que seul l'État moderne peut remplir, il constate que l'impératif d'exosocialisation est le fil directeur auquel l'État et la culture doivent aujourd'hui être attachés. C'est-à-dire que pour lui, la configuration des connaissances scientifiques qui correspondent à la société industrielle est inévitable. Elle représente l'âge du nationalisme, dans sa réflexion sur l'éducation publique.
À travers l'école publique établie par les fondateurs de la Troisième République, l'autorité justifie en même temps la discipline morale et les connaissances scientifiques. Elle favorise aussi les conduites civiques et la cohésion sociale. Cependant, l'analyse de Gellner sur l'interaction entre éducation publique et nationalisme semble minorer les faits sociaux et leur influence sur une éducation républicaine hostile à la réaction traditionnelle nationaliste. Ainsi, pour comprendre l'efficacité du contenu éducatif concernant la modification de l'état moral, il faudrait approfondir les usages idéologiques de l'éducation à travers l'approche historique. Autrement dit, alors que l'éducation publique est depuis la Révolution confrontée à la question de la citoyenneté et de la conscience nationale pensée en fonction des coutumes traditionnelles, Gellner ne néglige-t-il pas l'ampleur prise par la foi catholique dans l'histoire française ? Il nous semble qu'il n'a fait qu'effleurer la relation entre la conception de la citoyenneté et les fondements de la conscience nationale, oubliant son lien avec l'émergence des passions patriotiques. Nous envisageons par conséquent d'analyser l'antagonisme entre les normes civiques et les croyances religieuses attachées à l'idéologie nationaliste, en mettant l'accent sur l'intervention de l'État républicain au niveau des normes féodales, et notamment à travers la politique éducative, utilisée pour définir la fonction de la liberté de conscience dans la société individualiste. Néanmoins, même si s'étend graduellement dans l'environnement social le savoir d'un acteur socialisé par le contrôle des connaissances scientifiques qu'exerce un système scolaire conciliable avec l'évolution de la société, nous pensons devoir définir les normes civiques par l'universalité du système éducatif. En effet, l'éducation républicaine doit elle aussi être mise en relation, d'une part avec le caractère historique des phénomènes particuliers, d'autre part avec le caractère de la connaissance qui attribue une certaine place au cadre des croyances reconnues dans sa spécificité nationale. D'où la nécessité de dégager l'originalité d'une communauté politique au sein de laquelle vivent les individus. Il s'agit d'élucider la structure sociale des rapports complexes entre l'État et l'individu, ainsi que d'étudier pourquoi la morale politique s'est développée dans une forme d'environnement social propre, conditionné par les valeurs qu'elle prône. Par notre comparaison des morales politiques, en distinguant les faits sociaux et les valeurs morales, nous nous interrogeons, non seulement sur ce à quoi les membres d'une même communauté politique ont cru ou croient encore dans les relations sociales, mais aussi sur les moyens et les conséquences de l'intervention de l'État sur les normes envisagées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.